Voilà, alors bonjour, j'enregistre, c'est donc le cours du mercredi 20 mai pour la 100 DF niveau 2. Voilà, alors la dernière fois, on avait donc vu le tube en U et puis une application d'un tube en U modifié qui est le baromètre. Alors, je vous rappelle deux, trois choses, histoire qu'on puisse redémarrer dans de bonnes conditions. Quand on a un tube en U, eh bien, un tube en U, c'est un peu l'équivalent liquide de la balance à plateau pour les solides. Ok? Vous avez un équilibre entre les pressions partielles des liquides qui se trouvent des deux côtés du tube. Donc, évidemment, si vous avez le même liquide partout, vous aurez le même niveau. Mais si vous avez deux liquides différents, là, on a un problème d'écho. Je ne sais pas chez qui c'est, mais j'entends ma voix une seconde après et c'est pas évident. Ouais, bon là, alors. Ok, mais vous avez tous fermé vos micros maintenant, c'est dommage. Bon, on verra. Ok. Donc quand vous avez deux liquides différents, par exemple un liquide ici et puis un autre liquide là, d'abord j'aimerais vous demander quel est de ces deux liquides celui qui a la masse volumique la plus faible. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez? Le deuxième, hein? Le deuxième, pourquoi est-ce qu'il a une masse volumique plus faible, si on veut le faire proprement? Bah, on va appliquer le principe de Pascal. Le principe de Pascal s'applique dans un même liquide à la même profondeur. Donc, le seul liquide qu'on peut considérer à la même profondeur dans les deux branche du tube, c'est le liquide 1. Et puis donc on se place à la hauteur, à la profondeur la plus élevée, enfin la moins profonde, bref, dans laquelle on est encore dans les deux liquides, c'est-à-dire que là on est à l'interface entre les deux liquides et ici on est en plein dans le liquide 1. Okay, on applique le principe de Pascal à ce niveau-là. Le principe de Pascal nous dit qu'à une même profondeur dans un même liquide, on a la même pression. Donc ça veut dire que la pression qu'on a là et la pression qu'on a là sont égales par ce principe de Pascal. Ok? Et puis après, eh bien, on peut les exprimer, ces pressions. La pression 1, c'est quoi? C'est la pression partielle de la colonne de liquide que vous avez ici au-dessus de votre niveau de référence pour le principe de Pascal. Ok? Donc ça, ce sera ρ1 GH. Et puis, pardon, GH1. Il faut que j'appelle H1 cette hauteur-là, parce que ensuite, je vais appeler H2 cette hauteur-ci. Okay, donc la pression partielle 1, c'est ρ1 GH1. Et puis la pression partielle au point 2, c'est ρ2 GH2, puisque on a ici le liquide de masse volumique ρ2 et on en a une hauteur H2. Okay, donc de ces deux équations, vous tirez que ρ1 GH1 égale ρ2 GH2. Donc les G s'éliminent et il vous reste que ρ1 H1 égale ρ2 H2. Okay, et si vous voulez cette égalité, si vous avez par exemple ρ2 plus petit que ρ1, eh bien si ρ2 est plus petit, pour vérifier l'égalité, il faudra que H2 soit plus grand que H1. Autrement dit, H2 ce sera quoi? H2 ce sera ρ1 sur ρ2 fois H1. Hein, donc si ρ1 est plus grand, H2 sera plus grand. Et ça vous donne donc le fait que la colonne de liquide au-dessus du point de référence pour le principe de Pascal est plus élevée pour le liquide de masse volumique plus faible. D'accord? Ça va ça? Ok? Donc ça c'était le tube en U. Ok? Maintenant le baromètre,
qu'on avait vu, le baromètre à mercure, le baromètre de Torricelli, ça c'est un type de tube en U, mais il a une particularité extrêmement importante. Vous me rappelez ce que c'est? La particularité importante du baromètre? Allô, allô? Voilà, il est ouvert que sur un bout. Hein. Donc c'est un tuyau qui a cet aspect-là. C'est un tube en U qui ici se termine, il est très court. Et puis là, il y a une partie qui est beaucoup plus longue et qui est fermée. Elle est fermée, cette partie-là. Okay. Alors, qu'est-ce que vous faites pour construire un baromètre? Eh bien, vous prenez une cuve de mercure. Alors déjà, bon, faut la voir, la cuve de mercure. Okay. Et puis, vous immergez complètement, vous remplissez complètement votre tube en U dans la cuve de mercure. Donc, vous mettez du mercure absolument partout. Okay. Vous ne laissez aucune bulle d'air. Vous remplissez ça complètement avec du mercure. Une fois que c'est complètement rempli, vous bouchez le trou avec un doigt, vous remettez ce tube en position verticale et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un équilibre et cette fois l'équilibre avec le principe de Pascal, on peut le calculer à ce niveau-là. D'accord? Parce que tout le tube sera rempli de liquide. Okay, du même liquide. Donc, à la même profondeur, dans le même liquide, eh bien, on peut se placer là pour appliquer le principe de Pascal. Mais si on applique le principe de Pascal là, que valent les pressions P1 et P2 des deux côtés qui doivent être égales? Okay, on sait que P1 doit être égal à P2 en vertu du principe de Pascal parce qu'on est à la même profondeur dans le même liquide. Bah, P1, c'est d'abord P2. Disons P2, c'est quoi P2? Bah, P2, vu que le tube est ouvert ici, et puis qu'on est à la surface du liquide, P2, c'est la pression atmosphérique, et rien d'autre. Ok? Et que vaut P1? Eh bien, P1, c'est la hauteur de la colonne de mercure qui s'est stabilisée ici, ok? Pourquoi est-ce qu'elle s'est stabilisée ici, cette colonne de mercure? Hein? Elle s'est stabilisée à une hauteur h. Donc là, c'est redescendu un petit peu. Pourquoi c'est redescendu? Parce que la colonne de mercure qui est stabilisée ici, elle compense exactement la pression atmosphérique de l'autre côté. Alors on prend toujours un tube qui est un peu plus long. Le tube, il doit faire au moins 80-85 cm de différence totale entre les deux bouts, de différence de hauteur. Ok. Et puis dans ce cas, eh bien, le mercure va se stabiliser ici, à une hauteur qu'on va déterminer. Donc le mercure, il y en a un peu qui va sortir par en bas. Ici, il va redescendre. Mais là, dans le bout du tube, il y a quoi? Il y a quoi? Allô? Il y a du vide. Ok? Ça, c'est très important. Parce que vous avez rempli entièrement votre tube avec du mercure, vous l'avez retourné, le niveau du mercure est redescendu, et en redescendant, ce mercure a laissé derrière lui du vide. Et ça, c'est ce qui est fondamental dans le baromètre, c'est que là, on n'a pas la pression atmosphérique. Okay? Donc d'un côté du baromètre, on a la pression atmosphérique, de l'autre côté, on a uniquement la pression partielle de la colonne de mercure, sans pression atmosphérique, parce que là, le tube est bouché. Okay? Donc du côté 1, la pression partielle, c'est quoi? C'est le ρ du mercure fois G fois H. Okay? Et donc on se retrouve avec une magnifique formule qui nous dit la chose suivante. La pression atmosphérique, c'est le ρ du mercure fois G fois H. Et donc la hauteur de la colonne de mercure, qu'est-ce qu'elle vaut?
eh bien, vous transformez cette équation et ça vous donne que la hauteur de la colonne, c'est la pression atmosphérique divisée par la masse volumique du mercure fois G. D'accord? Alors, c'était l'exercice 3.5 qui consistait à calculer la hauteur de cette colonne. Donc là, je vais reprendre, mais je vais reprendre dans l'exercice 3.5. Disons que ça, c'était un rappel jusqu'à maintenant. Ok, le 3.5, sachant que la masse volumique du mercure est, quelle est la hauteur de la colonne de mercure si la pression atmosphérique est 100 à 1300 pascal. Ok, alors comme on l'avait dit, je refais rapidement le schéma ici. On a notre tube. Alors le dessin est totalement disproportionné. On a ici une hauteur h. On applique le principe de Pascal à ce niveau. Et ça nous donne que la pression atmosphérique, c'est ce que je viens d'écrire juste avant, ça nous donne que la pression atmosphérique qui s'exerce ici, elle est égale à la pression partielle de la colonne de mercure qui est là. Okay? Et donc, comme je viens de le faire sur l'autre feuille, mais je réécris au cas où vous n'auriez pas encore écrit, la hauteur, ce sera la pression atmosphérique divisée par la masse volumique du mercure fois G. Okay? Alors faisons le calcul. La pression atmosphérique comprend, c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est-à-dire 100 à 1300 pascal, c'est une atmosphère. Okay? Le rho du mercure, c'est 13 590 kg par mètre cube. C'est beaucoup, c'est énorme pour un liquide, c'est 13,59 fois plus lourd que l'eau. Donc si vous prenez 1 litre d'eau, ça a une masse d'1 kg. Si vous prenez 1 litre de mercure, ça a une masse de 13 kg et 590 grammes. Et puis là, je dois multiplier encore par G. Okay? Alors combien ça nous donne? Je calcule 101 300 divisé par 13 590 divisé encore par 9,81. Et ça nous donne environ 0,76 mètres, c'est-à-dire 76 cm. Okay? Et 76 cm, c'est la hauteur d'une colonne de mercure dans un baromètre qui se trouve au bord de la mer par temps moyen normal. Hein, je vous rappelle que quand il fait beau, la pression atmosphérique elle augmente un peu, ce qu'on appelle une haute pression ou un anticyclone, et puis quand le temps est mauvais, la pression atmosphérique elle diminue un petit peu. C'est ce qu'on appelle une dépression. Okay. Et donc la colonne de mercure qu'on obtient pour la hauteur de la colonne de mercure qu'on obtient pour le baromètre de Torricelli, c'est 76 cm. Alors, ça va nous permettre... Ouais, non, faisons d'abord... Avant de continuer, excusez-moi, après cet exercice 3.5, j'aimerais que vous fassiez le 3.4. J'imagine que peut-être vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez fait le 3.4 ou vous ne l'avez pas fait? Allô, allô? Ok. Alors bon, je ne sais pas pour les autres, je ne vais pas demander à tout le monde. Je suppose que vous ne l'avez pas fait, et donc je vous demande maintenant, sur le même modèle que le 3.5, de faire le 3.4. C'est pas bien compliqué. Le 3.4, il dit, si on faisait un baromètre avec de l'eau, quelle serait la hauteur de la colonne d'eau? Vous pensez que la colonne d'eau, elle serait plus grande ou plus petite? Exactement. Et à peu près combien de fois plus grande? Tu as une hypothèse? Le premier, là. Ok. Bon. Alors écoutez, ne donne pas ta réponse. Essayez de le faire tout ce temps que vous êtes. Hein. Il n'y en a pas pour long. Et puis ensuite, on corrige ensemble. Pour l'instant, je vais voir qui c'est qui est arrivé. S'il y en a des nouveaux. Ouais.
Sophia, Sarah, Nikia, Nelly, Liane, Kimberley, Iris, Dia. Il n'y a que des filles. C'est marrant. Les gars, ils sont tous restés au lit ce matin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu l'année dernière une classe où il y avait que des filles. C'était super sympa. Ça m'était jamais arrivé de. Et elles étaient toutes adorables. Ok, mais vous, si vous êtes toutes adorables. Mais la classe, c'est des packs de filles, là. C'est juste que les garçons, ils roupillent, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Bon, allez, faites cet exercice. Et puis, on corrige. Vous me dites quand vous avez fini. Et puis, on corrige. Le 3.4. Si, c'est pour ça. Mais comme quand je donne des choses en devoir, les gens les font pas forcément. Je vous ai demandé de leur faire. Mais si vous l'avez déjà toute fait, on peut corriger. Ben, en fait, c'est pas compliqué. C'est exactement le même principe. Simplement maintenant, du côté ouvert, on a toujours la pression atmosphérique, et puis du côté fermé, eh bien, on a une colonne d'eau au lieu d'une colonne de mercure, d'accord? Donc, la formule qu'on a là, ça va être exactement la même. En vertu du principe de Pascal, on va pouvoir dire que la pression atmosphérique, c'est le rho de l'eau, cette fois G fois H. Ok, puis comme la pression atmosphérique est la même dans les deux cas, et que là vous avez le rho O qui est 13,6 fois plus faible, eh bien le H ici devrait être 13,6 fois plus grand. Il n'y a pas 36 000 façons de résoudre ça. Donc le H, comme ici, c'est la pression atmosphérique divisée par rho fois G, mais cette fois c'est le rho de l'eau. Donc on prend 101 300 et on divise par le rho de l'eau qu'on vous donne ici à 998 fois G 981. Et si vous faites le calcul, ça vous donne 10 mètres 35. C'est ça que vous avez trouvé? Voilà. Donc vous voyez, évidemment, ça, c'est 13,59 fois 76 cm. Vous pouvez vérifier. Si je fais 76 fois 13,59, ça me donne 1032,80 en centimètres. Hein, ça me donne 10 mètres 33. Oui, il y a une petite perte de précision avec les décimales. Ok, mais donc la hauteur de la colonne d'eau, eh bien, elle est 13,6 fois plus grande que la hauteur de la colonne de mercure. Alors, est-ce qu'on pourrait construire un baromètre à eau? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Allô? Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Ne faites pas parler dans le vide comme ça. Est-ce qu'on pourrait construire un baromètre à eau? Imprécis? Pourquoi tu penses que ce serait imprécis? Ce serait... Ouais, c'est une excellente idée ce que tu viens de dire. Alors, ce serait pas précis, disons que si on arrive à s'affranchir des problèmes de température, etc., ce serait quand même très précis parce que si le tuyau il fait 10 mètres de haut, alors évidemment il faut mettre le bas de votre baromètre au rez-de-chaussée et puis vous pourrez lire la valeur de la pression au troisième étage. Il faut 10 mètres de différence, d'accord? Ou au deuxième étage, ok? Par contre, la plage sur laquelle la hauteur de la colonne va varier, ce sera une plage plus importante. Hein. Si ici la plage, disons, fait 10% de la longueur, vous allez pouvoir lire votre valeur sur 7 cm. Mais ici, si la plage
fait 10% de la longueur, si la plage de mesure fait 10% de la longueur, vous allez pouvoir mesurer sur 1 mètre vos variations de pression. Donc vous pourrez mettre là une graduation très fine, et mon opinion non vérifiée, c'est que ce baromètre-là serait plus précis qu'un baromètre à mercure, parce que vous pouvez faire un calibrage beaucoup plus fin. Okay. Après, il y a le point qui vient d'être soulevé de la température. Alors ça, effectivement, c'est une chose à laquelle il faut faire attention, parce que quand vous avez un liquide, et que ce liquide se trouve à différentes températures, eh ben vous avez des variations de masse volumique, et évidemment, dans un tube comme ça, ces variations de masse volumique, elles vont avoir une influence. Et puis, il y a aussi le fait que l'air, c'est quelque chose qui s'évapore, que l'eau, c'est quelque chose qui s'évapore facilement. Donc ici, avec votre tube ouvert, vous allez avoir de l'évaporation. Donc il faut trouver un système qui permet au tube de rester ouvert en bas, mais que ça empêche l'évaporation. Hein. Le mercure, comment ça se passe dans un baromètre à mercure? En général, on a le tuyau qui arrive, on a une petite ampoule comme ça, on a une petite ampoule qui contient le mercure avec le niveau du mercure qui arrive là dans l'ampoule, et puis sur l'ampoule, on met un petit bouchon en liège pour empêcher que le mercure sorte, mais le bouchon en liège, il n'est pas fermé hermétiquement. Donc on pourrait faire la même chose avec de l'eau. Et puis évidemment, l'eau, il faudra la colorer aussi, sinon vous n'arriverez jamais à lire. Ok? Bien. Des questions encore là-dessus, sur ces histoires de baromètre? Alors si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir répondre rapidement aux questions dans les exercices suivants. Regardez le 3.6. Pour quelle raison le liquide choisi dans un baromètre est généralement du mercure? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous connaissez la réponse maintenant. C'est quoi la réponse à ça? Allô, allô? Vous répondez! Oh là là, vous voulez que je vous interroge individuellement? Voilà, c'est surtout parce que ça permet de construire un baromètre court. Je ne sais pas si vous comprenez, oui, vous comprenez parce que vous n'êtes pas demeuré. Un baromètre court, c'est donc un baromètre d'une hauteur de moins d'1 mètre. Ok, la hauteur totale avec du mercure, ce sera environ 1 mètre, donc ça va très bien. 1 mètre, en plus ça doit se placer verticalement, donc c'est idéal pour mettre contre un mur. Ok. L'évaporation, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, mais on va dire ok, peu d'évaporation. Mais pour être très sincère avec toi, je connais pas grand-chose à l'évaporation du mercure. Je ne sais pas si ça s'évapore beaucoup ou pas. Ce que je sais, c'est que si ça s'évapore, faut pas respirer. Parce que ça, c'est la pire manière d'absorber du mercure sous forme de vapeur de mercure. Parce que ça pénètre bien dans les systèmes biologiques. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on fait des baromètres au mercure? Pour ça. Après, pourquoi est-ce qu'on n'en fait plus? C'est aussi une question intéressante. Eh bien, on ne fait plus de baromètres au mercure parce qu'on s'est rendu compte que le mercure est toxique. On a mis un certain temps pour s'en rendre compte. Parce que ça entraîne des lésions sur le long terme plutôt. Quand j'étais étudiant, j'étais à Sciences 2. Vous voyez, Sciences 2, c'est le bâtiment qui est au bord de l'Arve, là, où il y a aussi la section de chimie. Eh bien, dans ce bâtiment, il y a un prof qui est tout handicapé, tout mal, tout tordu, tout mal fichu, parce qu'il a eu une intoxication au mercure, et alors on le voit passer, enfin j'imagine que maintenant il est à la retraite, mais ce gars est un témoin vivant de la toxicité du mercure. Il faut faire attention avec le mercure. Okay. Bien, allez, exercice suivant. Alors la première version de ce cours, qui date de quand j'étais prof à Claparède, a été écrite par un prof de là-bas qui s'appelle Faravel. Et Faravel, il est pompier volontaire en Valais. Alors Faravel, dans ses cours, il met souvent des exercices de pompiers
Ce genre d'exercice que seulement lui pourrait introduire. Alors, il y a un exercice qui est très intéressant, un exercice de pompier. Ça vous dit tout sapeur-pompier qui se respecte vous dira qu'il est impossible d'effectuer un pompage d'eau par aspiration sur une dénivellation supérieure à 10 mètres. Expliquez pourquoi. Alors, c'est clair que ces 10 mètres-là, ils ont quelque chose à voir avec les 10 mètres qu'on vient de calculer pour la hauteur de la colonne d'eau dans un baromètre. Hein. Souvenez-vous, dans un baromètre, vous avez un système comme ça. Ok. Ici, en haut, vous avez du vide. Donc, quelle est la pression dans le vide? Faut peut-être le dire quand même. Quelle est la pression ici? Il n'y en a pas, c'est-à-dire, elle vaut combien? 0. Bonjour Cyrielle. T'as bien dormi? Ok, donc ici, la pression, elle vaut 0 pascal. Ok? Et la hauteur à laquelle arrive le liquide dans le tube, c'est 10 mètres 35. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez une pompe aspirante? Faites attention, il y a différents systèmes de pompes. Une pompe aspirante, c'est comme son nom l'indique, une pompe qui aspire. Ok? Alors, mettez-vous dans la même situation. Par exemple, vous avez un puits. Au fond de ce puits, il y a de l'eau. Et puis, vous voulez aspirer l'eau avec un tuyau que vous laissez tomber dans le puits. Ok? Vous voulez aspirer l'eau en mettant ici une pompe aspirante. Elle est aspirante, donc elle vient au bout du tuyau. Ok? Cette pompe aspirante, qu'est-ce qu'elle va faire comme boulot? Eh bien, cette pompe aspirante, elle va diminuer la pression dans le tuyau qui arrive dans la pompe. C'est le boulot d'une pompe. Une pompe, ça diminue la pression. Ok? Et si cette pompe est extraordinairement performante, elle va réussir au mieux à diminuer la pression jusqu'à la valeur 0 dans le tuyau. D'accord? Donc la pompe, si elle marche à fond, si elle ne marche pas à fond, on aura ici une pression moins faible. Okay? Mais si elle marche à fond et si elle est vraiment idéale, elle va créer une pression 0, elle va enlever toutes les molécules d'air là-dedans, donc il n'y aura plus de pression. Et la colonne d'eau, elle va monter de combien? Eh bien, la colonne d'eau, elle va monter de 10 mètres 35 et pas plus. Parce que cette colonne d'eau, elle est maintenant due à quoi? Elle n'est pas due au fait que la pompe l'a aspirée. La pompe, elle a simplement diminué la pression dans ce bout du tuyau. Et donc, la pression atmosphérique a été libre de pousser le liquide à l'intérieur du tuyau. Okay? Mais le liquide, avec la pression atmosphérique, il ne peut pas monter à plus de 10 mètres 35. Enfin, le liquide, c'est de l'eau dans ce cas-là. Okay? Donc, vous ne pouvez pas aspirer de l'eau à plus de 10 mètres 35. C'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Notamment, je ne sais pas si on l'a fait en classe avec vous ou si c'était à l'examen d'IDS que j'avais mis cet exercice sur les fontainiers de Florence. Vous vous souvenez de ça? C'était dans la semestrielle, c'était où? Hein, Non, il y avait un article sur les fontainiers de Florence, et justement à l'époque de Torricelli, les fontainiers de Florence, c'était donc les gens qui entretenaient les fontaines à Florence. Alors à une époque, c'était quelque chose de compliqué de faire marcher tout un réseau de fontaines, et c'était aussi un signe de richesse. Et ces fontainiers, ils s'étaient aperçus qu'on ne pouvait pas pomper de l'eau à plus de 10 mètres de haut, et ils ne savaient pas pourquoi. Okay? Et ça a été le point de départ des recherches de Torricelli qui l'ont conduit à inventer le baromètre. Alors évidemment, dans certains cas, vous êtes obligé de pomper de l'eau à plus de 10 mètres 35 de haut. Par exemple, dès que vous construisez un immeuble de plus de 3 étages, vous avez besoin de pomper de l'eau vers les salles de bain des étages supérieurs. Alors comment c'est possible? Comment vous faites? La réponse est très bête. C'est qu'au lieu de mettre une pompe aspirante en haut, vous allez mettre
une pompe refoulante en bas. Alors, si en bas, vous donnez plus de pression à votre liquide, bah évidemment, le liquide il va monter à plus de 10 mètres. Hein. C'est uniquement avec la pompe aspirante qu'on n'y arrive pas. Et puis ensuite, vous avez différents systèmes de pompes qui fonctionnent de différentes manières. Et il s'agit de choisir là le type de pompe qui est adapté. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. OK ? Donc vous pouvez pomper à plus de 10 mètres 35, mais pas en aspirant. Bien, vous avez encore des questions là-dessus? Oui, bien sûr. De rien. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, je vais passer rapidement sur le chapitre de la presse hydraulique parce que c'est pas l'application la plus excitante qu'on étudie là-dedans et j'aimerais ensuite en venir à la force d'Archimède. Une presse hydraulique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une presse, donc ça sert à presser, ça sert à exercer de la pression. Presse, ça vient de pression. Okay. Hydraulique, ça veut dire que cette presse fonctionne avec un circuit d'un certain liquide. Alors quand on lit hydraulique, on pense que ce liquide c'est de l'eau. En fait, dans une presse hydraulique, le liquide c'est de l'huile. Okay. Tous les systèmes hydrauliques, tous les systèmes à piston que vous voyez sur les excavateurs, les machines de chantier, tous ces trucs-là, c'est tous des systèmes avec de l'huile qui circule dans des tuyaux et puis qui va d'un piston influencer la position d'un autre piston, etc. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'huile? Je ne suis pas ingénieur, mais j'imagine qu'avec de l'huile, on n'a pas de problème de corrosion et on a une auto-lubrification, alors qu'avec de l'eau, on aurait de la corrosion et pas d'auto-lubrification. Donc j'imagine que c'est ça. Voilà. Alors, comment ça marche une presse hydraulique? Ben, là, vous avez une image de presse hydraulique. Hein. C'est une énorme machine avec un énorme piston qui peut exercer une pression monstrueuse. Comment ça marche? Eh bien, si vous voulez que ce piston exerce une pression monstrueuse ou une force monstrueuse plutôt, parce que là, c'est plus la force qui nous intéresse, hein, eh bien, on a besoin de mettre le liquide du circuit hydraulique sous pression. Okay. Alors, comment est-ce qu'on met ce liquide sous pression? En général, avec un piston plus petit. Pourquoi est-ce qu'on utilise un piston plus petit? L'explication vous est donnée ici. Ici, vous avez un modèle de presse hydraulique pas très réaliste. C'est pas comme ça qu'on soulève les voitures dans les garages, mais c'est pour donner un exemple. Vous avez un liquide ici qui est de l'huile. Okay. Ici, vous avez un petit piston. Vous voyez que ce piston, il a une surface là qui est S1, qui est petite. Okay. Et puis, de l'autre côté, on a un gros piston et la surface du gros piston, c'est S2. La surface S2 est beaucoup plus grande que la surface S1. Il faut la voir en 2D, évidemment. Et puis, sur le petit piston, on applique une force F1 que vaut donc la force F2 sur le deuxième piston. L'idée, c'est qu'en appliquant une petite force au petit piston, on ait une grande force qui s'applique au grand piston. Et c'est bien comme ça que ça se passe. Comment est-ce que vous faites l'analyse? Eh bien, de nouveau, c'est le principe de Pascal. Donc, vous allez appliquer votre principe de Pascal au même liquide à la même profondeur. Okay. Là, je me mets donc à l'interface entre le liquide et le piston, entre l'huile et le piston. Et puis ici, je me mets quelque part. Et puis, je vais décider de négliger les éventuelles différences de hauteur ici. Parce que ces différences de hauteur dans l'huile, qui est un liquide en plus pas très lourd, pas très dense, moins que l'eau en tout cas, la différence de pression due à cette petite hauteur d'huile, on va la négliger par rapport aux pressions importantes qui règnent dans ce genre de système parce que on exerce des pressions très importantes avec ça. Okay.
Ok, alors le principe de Pascal, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la pression d'un côté, P1, est égale à la pression de l'autre côté, P2, c'est ce qui est marqué là. Hein? Et puis, si P1, vous l'écrivez en fonction de la force et de la surface, ben P1, c'est F1 sur S1. P2, c'est F2 sur S2. Et donc, vous avez que F1 sur F1 égale F2 sur S2, qui est l'équation qui est reproduite ici. Et puis, en tripatouillant cette équation, en multipliant par S2 des deux côtés, vous avez que la force 2, ce sera S2 sur S1 fois la force 1. Donc, vous voyez que le rapport des surfaces S2 sur S1 vous donne un facteur multiplicatif pour la force. Okay? La force F2, si la surface S2 est 2 fois plus grande que la surface S1, la force F2 sera 2 fois plus grande que la force F1. Si maintenant vous avez la surface S2 qui est 100 fois plus grande que la surface S1, okay, eh bien dans ce cas-là, la force F2 sera 100 fois plus grande que la force F1, tout en ayant la même pression des deux côtés. Parce qu'une pression qui s'exerce sur une grande surface, c'est une plus grande force. Donc en jouant sur la dimension des pistons dans un système hydraulique, on arrive à exercer des forces extrêmement importantes sur des pistons plus gros. Évidemment, en physique, on ne rase pas gratis. Donc si vous gagnez quelque chose sur la force, ben, vous allez perdre ailleurs. C'est un peu comme quand vous soulevez votre moteur avec un système de poulies. Vous exercez une tension sur le fil qui est plus faible. Si vous avez une poulie avec des allers-retours, par contre, vous devrez tirer plus longtemps sur votre corde. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le petit piston, si vous voulez qu'il fasse bouger le gros, il va devoir avoir une course importante. Il va devoir se déplacer sur une grande distance, au point que ça ne devient pas pratique de mettre un seul piston. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici à la place de ce piston? On va mettre une pompe à piston. Okay? Et une pompe à piston, c'est un piston qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et qui donc fait plusieurs fois de suite le travail d'appuyer là. Et donc, avec une pompe ici, qu'on appellera dans ce cas particulier un compresseur, avec un compresseur pour l'huile ici, qui exerce sur ces pistons une force limitée, on va pouvoir faire bouger le gros piston de l'autre côté. D'accord? Alors voilà, je vais pas passer 3 heures sur ces histoires parce que ça a quand même un intérêt relativement limité par rapport à la force d'Archimède que j'aimerais arriver à terminer. Okay? Vous avez des questions encore? Vous voulez pas ouvrir un petit peu vos micros? Là, je me sens seul tout à coup. Sauf celui qui résonne. Ah. T'as plus de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Bon. Vous voulez pas ouvrir un autre micro? Alors, merci. On va maintenant parler de la force d'Archimède. Ça, c'est le dernier chapitre. Hein. C'est pas le plus simple. Enfin, c'est pas horriblement compliqué non plus. La force d'Archimède, elle résulte du principe d'Archimède. Est-ce que vous vous souvenez de la formulation du principe d'Archimède? C'est tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. C'était censé être drôle. Je vous remercie d'avoir rigolé. Tout corps plongé dans un liquide subit une force dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Donc, on doit arriver à bien comprendre ces notions-là. Tout corps plongé dans un liquide, ça vous comprenez. Subit une force dirigée vers le haut, ça vous comprenez aussi.
égale au poids du liquide déplacé, ça vous avez probablement pas encore compris. Alors déjà, il faut que je vous parle du liquide déplacé. C'est quoi le liquide déplacé? Prenez une expérience. Vous prenez un récipient d'eau, de n'importe quel liquide, mais souvent on fait de l'eau, hein, la force d'Archimède, l'application la plus importante, c'est dans l'eau. Donc vous prenez un récipient plein à ras-bord, vous vous arrangez pour prendre un récipient avec un petit bec, et puis à côté, vous mettez un récipient vide. Et puis vous prenez un objet, l'objet que vous voulez, c'est totalement égal, et vous le mettez dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai dit que le récipient était rempli à ras-bord, donc c'est pas possible. Ouais, et ça va déborder. Et puis comme je me suis arrangé pour prendre un récipient à bec et j'ai mis un autre récipient là, eh bien le volume de ce cube va faire que ce même volume d'eau va déborder, hein, parce que quand vous mettez le cube dans l'eau, bah évidemment, il faut trouver de la place pour ce cube. Donc, une quantité d'eau égale au volume du cube va tomber dans le récipient que j'ai mis ici, et ça, c'est ce qu'on appelle le liquide déplacé. Okay? C'est le liquide qui était à l'époque dans le grand récipient et qui ne peut plus s'y trouver dans cette situation-là parce qu'on a mis un objet dans le récipient puis le liquide a débordé. Okay? C'est ce qu'on appelle le liquide déplacé. Maintenant, je peux vous donner une autre interprétation du liquide déplacé, parce que ça, c'est pas très pratique quand même d'avoir tout le temps des liquides qui débordent. Ok? Prenez un récipient avec un certain niveau de liquide, mettez dans ce récipient un objet comme vous l'avez fait avant, donc vous mettez l'objet là-dedans, et bien quand vous avez mis l'objet là-dedans, le volume du liquide, il a légèrement augmenté, et ça, maintenant, c'est une autre version de ce même liquide déplacé. Simplement là, il n'a pas débordé, il est resté dans le récipient. Okay? Ça, c'est une technique pour mesurer le liquide déplacé. Okay? Et après, vous pouvez mesurer la force d'Archimède sur l'objet et vous pouvez vérifier que cette force d'Archimède dirigée vers le haut est égale au poids du liquide déplacé. Et c'est quoi le poids du liquide déplacé? Ben, c'est la masse de liquide fois G. C'est le poids, c'est la force de pesanteur. Ok? Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à dériver ça avec des formules. Alors, on va regarder. Il faut qu'on arrive à dériver l'expression de la force. Et vous verrez que c'est pas très compliqué. Ici, c'est une surface de liquide. Là, il y a un objet qu'on a mis dans le liquide. Alors, je prends des objets cubiques pour des raisons évidentes de simplicité. Et donc là, je suis dans le liquide. Cet objet, il a une hauteur h, il a une forme régulière. Et puis, on va supposer qu'au niveau de la surface supérieure, on a une pression qu'on va appeler P1. Et puis cette surface supérieure, on va dire qu'elle a une valeur S. L'aire de la surface, c'est S. D'accord? La pression P1, vous pouvez la calculer, mais ça ne m'intéresse pas. La pression P1, elle serait donnée par quoi? Ouais, calculons-le. La pression P1, c'est quoi? Si ça, c'est la surface du liquide, la pression P1, elle vous est donnée par quoi? Oui, c'est la pression partielle, c'est-à-dire ρ du liquide, G, et puis on va appeler H1. Je ne voulais pas le faire, mais finalement je vais le faire comme ça marchera très bien.
H1, c'est la profondeur de la surface par rapport, la profondeur de la surface supérieure de l'objet par rapport au niveau du liquide. Bon. La pression P2, c'est qui? C'est la même, la pression P2, ou c'est pas la même? Au niveau du bas, ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a la même pression ou pas? Allô? Mesdemoiselles, laissez pas le seul garçon qui s'est réveillé parler pendant tout le cours. Hein? Répondez-moi! Oh! Ah! Mais ça veut dire que quand vous répondez pas, vous comprenez rien à ce que je dis ou quoi? Le son, il est de bonne qualité ou pas? Ah, ouais, parce que moi, évidemment, j'ai pas le contrôle de ce que vous entendez, quoi. J'en sais rien. Alors, la pression ρ1, c'est ρ liquide fois G fois H1. La pression P2, si la profondeur ici est H2, elle va être donnée par quoi? La pression P2, elle sera donnée par ρ du liquide G H2. C'est normal. La pression P2, elle est donc plus grande que la pression P1. La pression en dessous de l'objet, elle est toujours plus grande que la pression en dessus, parce que le dessous de l'objet, il est plus profond. Et si vous avez compris ça, vous avez compris le principe d'Archimède. Il n'y a rien de plus dans le principe d'Archimède. Okay? Le principe d'Archimède est dû au fait, la force d'Archimède est due au fait que sur un objet avec des dimensions, avec une hauteur non nulle, parce que si vous faites ça avec un objet de hauteur 0, ben, il n'y aura pas de force d'Archimède, mais sur un objet de hauteur h suffisante, non nulle, eh bien vous allez avoir une pression plus faible sur le haut que sur le bas. Alors la pression sur le haut, elle va donner lieu à une force F1. Vous savez que la pression, c'est la force sur la surface. Donc la force, c'est la pression fois la surface. OK? Et cette force, elle est dirigée dans quel sens? Elle est vers le haut ou vers le bas? Vers le bas, effectivement. Les molécules d'eau appuient sur la surface et ça résulte en une force F1 égale P1S1 qui est dirigée vers le bas. On est d'accord. Maintenant, au niveau du bas de la pièce, on a une pression P2 qui agit sur la même surface S, et donc là, on peut écrire que la force F2, ce sera P2 fois S2, enfin S2, S1, c'est la même chose. Okay? S2, S1, c'est les mêmes. Donc ici, on aura une force 2 qui sera plus grande que la force 1, parce que la pression 2 est plus grande que la pression 1. Et cette force, elle va agir dans quel sens? Vers le haut, magnifique. Donc ici, je peux représenter ma force F2 par un vecteur dirigé vers le haut, et je fais un vecteur qui est plus long que le vecteur F1, parce que la force est effectivement plus grande. OK? Et ça, c'est le cœur de la force d'Archimède, c'est de là que ça vient. Vous avez une force plus grande sur le bas de l'objet que sur le haut de l'objet. Et donc, ces deux forces se compensent en partie, mais vous avez une force résultante qui est vers le haut entre ces deux faces. Okay. Alors maintenant, on peut faire le calcul. J'aimerais arriver à la formulation de la force d'Archimède en fonction de la densité du fluide, etc. Alors, faisons le calcul. Okay. Donc je continue maintenant. Bon, tout ça est noté dans le cours, mais si vous voulez, si vous préférez que ce soit fait un peu différemment, vous pouvez regarder ici. Donc, on va maintenant évaluer
la différence F2 moins F1. Ça, je prétends que c'est la force d'Archimède. Okay? J'affirme que la force d'Archimède, c'est la différence entre la force F2 et la force F1. Okay? La force F2 étant dirigée vers le haut, la force F1 étant dirigée vers le bas. Là, j'ai donc pris une convention que ce qui est vers le haut est positif. Comme F2 en norme est plus grand que F1, ça ce sera positif quand F2 est plus grand qu'F1, donc la force d'Archimède sera positive quand elle agit vers le haut. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Je vais faire le calcul de F2 moins F1. F2, c'est P2S et P1, c'est P1S. F1, c'est P1 fois S, F2, c'est P2 fois S. Le S, j'ai dit S1, S2 avant, mais ça servait strictement à rien, parce que comme j'ai pris un objet cubique, S1 et S2 sont les mêmes. Donc vous pouvez là enlever l'indice si vous voulez. Ok. Donc ça, je peux l'écrire comme P2 moins P1 fois S. Je pense que vous êtes d'accord. Ok. Maintenant, comment est-ce que je continue ce calcul? Eh bien, je vais exprimer mes P2 et mes P1. Ok. P2, c'est ρ liquide GH2. P1, c'est ρ liquide GH1. Tout ça fois S. D'accord? Je vais mettre ça horizontalement. Ok? On y est bientôt, ça va bientôt sortir, vous allez voir. Donc ça, c'est ρ liquide fois G fois H2 moins H1. Ça, c'est ρ liquide fois G fois H2 moins H1 fois S. Okay? Ici, j'ai utilisé la distributivité. J'ai ρ liquide fois G qui apparaît dans les deux termes, et puis on a H2 moins H1. Mais H2 moins H1, c'est qui? H2, je vous rappelle, c'est la profondeur à laquelle on trouve le bas de l'objet. H1, c'est H. Okay? H2 moins H1, c'est H. C'est la hauteur de l'objet. Okay? Et là, on a presque fini. Dès le moment où on s'aperçoit que la surface fois la hauteur, c'est le volume. Okay? Donc de cette manière, vous obtenez l'expression de la force d'Archimède. La force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. ρ liquide GV. Ok? Faites attention, c'est le ρ du liquide et c'est pas le ρ de l'objet. Hein? Donc la force d'Archimède, elle dépend uniquement de la masse volumique du liquide. L'objet que vous mettez dans l'eau, il peut être creux, il peut être plein, il peut être en plomb ou il peut être en ce que vous voulez, ça ne changera rien. La seule chose qui compte, c'est son volume de l'objet. D'accord? Et puis G, c'est la gravitation terrestre. Donc la force d'Archimède, si vous vous baignez dans un lac sur la Lune, eh bien, vous allez flotter moins bien parce que la force d'Archimède sera moins élevée. Okay? Mais ça veut dire que la force, elle dépend de la gravitation locale, évidemment. S'il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de pression, il n'y a pas toutes ces forces-là. Okay? Donc la force d'Archimède dépend de la masse volumique du liquide, de la gravitation locale et du volume de l'objet. Okay? Très important. Voilà. Alors, donc ça, c'est la formule que vous trouvez en bas de la page 15. Et j'aimerais vous demander de rajouter une petite chose, parce que dans ce cours, oui, je dis que c'est la force d'Archimède, mais je le dis un peu tard. Okay? Alors, rajoutez ici FA égale, de manière que ce soit bien clair, que là, on est en train de calculer la force d'Archimède. Okay? Ça, c'est la force d'Archimède. Ok? Bon.
Mais est-ce qu'il n'y a que la force d'Archimède qui agit sur un objet? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force qui agit sur cet objet? Il n'y a pas que la force d'Archimède. Hein? Il y a quoi d'autre? Prenez un objet, la force de pesanteur. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de calculer la force résultante. C'est là que ça va devenir intéressant. Donc là, on est dans un fluide ou dans un liquide. J'insiste, oui, enfin, c'est vrai que quand on parle, on a l'habitude de parler de liquide, on a l'habitude de parler d'eau. Okay? Mais vous avez des cas où la force d'Archimède exercée par l'air est extrêmement importante. Alors pour nous, quand on se pèse, ça ne fait pas une différence importante, on le calculera tout à l'heure. Par contre, si vous faites de l'aérostat, si vous vous promenez en ballon pour aller voir les châteaux de la Loire, là, vous utilisez gravement la force d'Archimède dans un gaz. Hein, parce que ce ballon, il a un certain volume, donc il ressent une certaine force d'Archimède vers le haut dans l'air, et puis, évidemment, il y a une force de pesanteur vers le bas. Mais cette force de pesanteur, elle dépend de la masse d'air, parce qu'elle a un poids, cette masse d'air. Elle dépend de la masse de l'air qui est dans le ballon. Et dans le ballon, on prend de l'air chauffé. Donc on prend donc de l'air avec une masse volumique plus faible. Et donc la force de pesanteur, de cette manière, elle est diminuée. Et la force d'Archimède est augmentée. Enfin, c'est pas très correct la manière de dire ça. Mais c'est grâce à la force d'Archimède qu'un ballon vole. Enfin, ça vole pas, ça flotte dans l'air. Bon. Ok, reprenons maintenant notre cube et intéressons-nous à savoir quelle est la force résultante. Autrement dit, est-ce que ce cube il va flotter ou il va couler? Parce que si la force résultante est vers le bas, il va couler. Si la force résultante est vers le haut, il va flotter. On est d'accord? Bon. Donc on a vers le bas la force de pesanteur. Et puis vers le haut, on a la force d'Archimède. La force d'Archimède, on connaît, c'est ρ liquide GV. On l'a calculé tout à l'heure. Et puis là, j'ai fait un truc terrible en matière de notation. Donc je vais corriger. Et ici, je vais mettre FA égale parce que ça, c'est pas une formule vectorielle. Okay? C'est une formule qui nous donne simplement l'intensité de la force d'Archimède. La direction, elle est verticale vers le haut. Ok. Bon. On a une formulation de la forme d'Archimède, de la force d'Archimède en termes de masse volumique du liquide. Très bien. Essayons de trouver une formulation semblable pour la force de pesanteur, une formulation qui dépende de la masse volumique. Alors évidemment, la force de pesanteur de l'objet, on s'attend à ce qu'elle dépende de la masse volumique de l'objet cette fois-ci, puis ce serait justement intéressant. Okay? Alors cette force de pesanteur, elle vaut quoi? Calculons-la ici. Okay? La force de pesanteur de cet objet-là, c'est la masse de l'objet fois G. On est d'accord avec ça. Okay? La force de pesanteur, c'est mg. Là, j'ai mis masse objet fois G. Okay? Mais la masse de l'objet, on peut l'exprimer en fonction de la masse volumique. La masse de l'objet, c'est la masse volumique de l'objet fois le volume. Je suis désolé que cette caméra soit tout le temps en train de se défocaliser, mais bon. C'est ρ objet fois volume parce que ρ, c'est la masse sur le volume. Donc la masse, c'est ρ fois le volume. Okay? Donc je vais remplacer la masse de mon objet par ρ objet fois V. Donc je trouve maintenant une formulation de la force de pesanteur qui est ρ objet fois G fois V. Ah, mais c'est intéressant. Ça ressemble quand même vachement à la formulation de la force d'Archimède. Hein? C'est la même forme. C'est fois G fois V. Mais la force d'Archimède, elle dépend de la masse volumique du liquide, alors que la force de pesanteur, elle dépend de la masse volumique de l'objet. Alors c'est là que ça devient intéressant,
Parce que maintenant, on peut calculer la force résultante. La force résultante, si je l'écris vectoriellement, ce sera la force de pesanteur plus la force d'Archimède. Vectoriellement, j'additionne tout le monde, et puis les vecteurs, comme ils sont dans des directions différentes, ça va se compenser, etc. Mais je peux aussi écrire ça de manière scalaire, juste pour les intensités. C'est ça qui m'intéresse, pour les intensités. La force résultante, ben là, il faut que je me donne une convention. Si je dis que la force résultante est comme ça, Fp moins Fa, ça veut dire que quand Fp est plus grand que Fa, la force résultante est positive, et donc une force résultante positive, elle va vers le bas. Okay, en écrivant ça, j'ai posé une convention. Vous êtes toujours là? Ok. En écrivant ça, j'ai posé une convention. Si la force résultante est positive, je sais qu'elle va vers le bas. Ok. Puis maintenant, on va calculer ça. Alors, la force de pesanteur, c'est ρ objet GV. La force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. Ah ah! Mais le GV est en commun. Donc, je vais pouvoir regrouper ça. Et la force résultante, pour finir, vous est donnée par cette formule-là, qui est extrêmement importante. Okay, vous avez deux formules importantes dans ce chapitre. C'est la formule pour la force d'Archimède et puis la formule pour la force résultante. Parce que la force résultante, elle va déterminer si l'objet coule ou il flotte. La force d'Archimède à elle seule, elle ne va pas déterminer si l'objet coule ou flotte. La force d'Archimède, elle va vous dire quelle est la force vers le haut. Puis après, si l'objet est dense, il aura une force de pesanteur plus grande que la force d'Archimède, donc il va couler. Si l'objet est peu dense, la force de pesanteur va être plus faible et l'objet va flotter. C'est ce que vous dit cette équation-là. Vous voyez que la force résultante, c'est la différence des masses volumiques entre l'objet et le liquide fois G fois V. Ok? Très bien. Alors, analysons maintenant les trois cas. Le cas dans lequel la force résultante est plus grande que 0, le cas dans lequel la force résultante est égale à 0, et le cas dans lequel la force résultante est plus petite que 0. Quand la force résultante est plus grande que 0, on a dit que par ce choix de la convention de signe, ça voulait dire que la force était dirigée vers le bas. Donc ça veut dire que quand la force résultante est plus grande que 0, l'objet y coule. On est d'accord? L'objet coule si la force résultante est plus forte que 0, plus grande que 0. Mais si cette force résultante est plus grande que 0, vu que G c'est plus grand que 0 et V c'est plus grand que 0, ça veut dire que ce mec-là, il est plus grand que 0. Donc ça veut dire que ρ objet moins ρ liquide est plus grand que 0. Ce que je peux écrire différemment en foutant le ρ liquide de l'autre côté, ça veut dire que ρ objet est plus grand que ρ liquide. Ok? Donc ça c'est très important. Ça veut dire que tous les objets qui coulent dans l'eau sont des objets dont la masse volumique est plus grande que la masse volumique du liquide. Alors si le liquide est de l'eau, la masse volumique de l'eau c'est à peu près 1000. Et puis si vous mettez dedans un objet en sapin, en bois de sapin qui fait du 600 kg par mètre cube, à tout casser, eh bien votre bois de sapin il va flotter parce que sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau. Et puis si vous mettez de l'aluminium qui est 2700 kg par mètre cube, eh bien la masse volumique de l'aluminium est plus grande que la masse volumique du liquide, donc ça va couler. D'accord? D'accord? Donc ici, quand j'ai une force résultante plus petite que 0,
Eh bien, la conclusion, c'est que l'objet flotte, puisque par convention, quand la force résultante est négative, la force est dirigée vers le haut. Si la force est dirigée vers le haut, l'objet va flotter. Donc ça veut dire que le ρ objet moins le ρ liquide est négatif. Ça veut dire que le ρ objet est plus petit que le ρ liquide. Donc tous les objets qui ont une masse volumique plus faible que celle du liquide flottent. Okay. Et puis pour finir, pour Fr égale 0, l'objet il flotte pas, il coule pas. Il fait ce qu'on appelle, il flotte entre deux eaux. Ça c'est une expression française délicieuse. L'objet flotte entre deux eaux. Okay. Ça veut dire que si vous mettez un objet à un certain niveau dans l'eau, il va y rester. Vous voulez faire l'expérience, prenez un sac en plastique, remplissez le dos, prenez un sac en plastique tout fin, une capote, n'importe quoi, vous le remplissez d'eau. Okay. Et cet objet, vous le mettez dans l'eau. On est bien d'accord qu'il va ni flotter ni couler, hein, parce qu'il a la même masse volumique que l'eau. Donc si vous mettez un sac plastique rempli d'eau dans l'eau, il va rester à mi-hauteur, il va flotter entre deux eaux, et puis pour finir, il va se faire bouffer par une tortue marine, et puis on aura un problème. D'accord? Donc là, c'est quand le ρ objet est égal au ρ du liquide. Voilà. Si vous avez compris ce que je viens de vous raconter, vous avez compris la force d'Archimède. Il y a encore un petit détail sur la force d'Archimède qu'on verra la semaine dernière, c'est que pour les objets qui flottent, ils ne flottent pas tous au même niveau. Hein, parce que quand vous avez un objet qui flotte, par exemple un bateau, hein, on va prendre, faisons cet exercice avec un bateau. On va prendre deux bateaux. Alors là, je vous fais des bateaux de face. Okay. J'ai deux bateaux. Enfin, on va dire que c'est les mêmes modèles de bateaux, même constructeur, même forme, même tout ça. Mais un des bateaux, il a la cale vide et l'autre bateau, il est plein d'articles qui ne servent à rien, produits en Chine et qu'on apporte chez nous en polluant. Okay. Il est plein. Okay. Donc ce bateau-là, on va dire qu'il a une masse, je ne sais pas très bien combien pèsent les bateaux, je dis 500 tonnes. Et puis ce bateau-là, on va dire qu'il a une masse de 1000 tonnes. Okay. Maintenant, la question, c'est ces deux bateaux, si je les mets dans l'eau, ils vont flotter au même niveau ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Ou il y en aura un qui sera plus enfoncé dans l'eau que l'autre? On est bien d'accord, ok? Et c'est évidemment celui qui est chargé qui sera plus enfoncé. On est d'accord? Celui qui est vide, il est plus léger. Donc celui qui est vide, il sera plus haut. Celui qui est vide, il va se tenir plus haut par rapport à la surface de l'eau que celui qui est chargé. J'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça. Hein. Ça peut varier pas mal. Okay. Celui qui est chargé, qui a plein d'articles chinois dans son ventre ou plein de pétrole, il va flotter plus bas. Comment est-ce que vous expliquez ça en termes de force d'Archimède? Oui, on est bien d'accord. Mais là, tu m'as parlé de force de pesanteur. La force de pesanteur, on peut la calculer. Vous avez la masse. OK? Donc, dans ce cas-là, la force de pesanteur, elle vaut combien? La masse, c'est 500 tonnes. Ça fait 500 000 kilos. 500 000 kilos fois G qu'on arrondit à 10, ça fait 5 millions de newtons.
On est d'accord? Force de pesanteur, 5 millions de newtons. Okay. Maintenant, l'autre bateau. L'autre bateau, je vous ai dit, il a une masse de 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est 1 million de kilos. Donc la force de pesanteur de ce bateau-là, elle va être beaucoup plus grande et sa valeur, ce sera 10 millions de newtons. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc pour faire flotter ces deux bateaux, la seule solution, c'est de compenser la force de pesanteur. Et on compense la force de pesanteur avec quoi? Eh bien, avec une force d'Archimède. C'est la seule force qui fait flotter les bateaux. Mais vous voyez que pour ce bateau-là, il faut une force d'Archimède faible. Pour ce bateau-là, il faut 2 fois plus de force d'Archimède. Ok? Alors pourquoi est-ce que ce bateau il se met plus profond? Eh bien parce que ce qui va déterminer la force d'Archimède sur ce bateau, c'est non pas le volume du bateau entier, mais le volume immergé. C'est le volume qui est sous l'eau qui détermine la force d'Archimède. Et puis on peut le calculer, ce volume. Okay? Dans le cas du premier bateau, le volume immergé, il était faible. C'est ce volume-là, enfin en 3D. Et pour l'autre bateau, le volume immergé doit être plus grand, de manière que la force d'Archimède créée soit plus forte. Ok? Vous voulez calculer le volume? Calculons le volume. Ok? On sait que la force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. Ok? Donc, le volume immergé, ça va être le volume immergé. Ça, on verra ça en détail la semaine prochaine, mais finalement, je vous le raconte déjà. Ça va être le volume immergé. Donc, le volume immergé, il va valoir combien? Il va valoir la force d'Archimède divisé par le ρ du liquide fois G. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Vous achetez? Ok? Ok? Alors très bien, je vais calculer le volume immergé pour ce bateau-là. Le volume immergé, c'est 5 millions pour la force d'Archimède, divisé par le ρ du liquide. Le liquide, c'est de l'eau. Alors on va pas chipoter, c'est de l'eau de mer, donc c'est 1030 kg par mètre cube, mais on va arrondir ça à 1000, c'est égal, c'est pas ça qui est important. Ok, et puis le G, on va l'arrondir à 10. Alors ça veut dire que je prends 5 millions, je divise par 10 000, j'enlève 5 zéros, il reste 500. 500 quoi? On est dans quelle unité là? Allô? Quelle est l'unité? Faut pas vous embêter pendant 3 jours, c'est un volume, vous calculez en volume, hein? Mètre cube, ouais. Vous calculez un volume, vous avez utilisé les unités standards pour les différentes quantités, donc le volume, vous l'avez en unités standards, c'est des mètres cubes. Après, si ça vous fait plaisir, on peut calculer, ok? Ça, la force, c'est des newtons. Le ρ, c'est des kilos par mètre cube et le G, c'est des newtons par kilo. Hein? Donc les newtons se bouffent, les kilos se bouffent, il vous reste des 1 sur mètre cube qui fait des mètres cubes. 500 mètres cubes. C'est beaucoup 500 mètres cubes? C'est quoi la racine cubique de 500? Je connais pas la racine cubique de 500. Alors 500, racine cubique, 22 mètres. Donc ça, c'est un cube. Le volume immergé, c'est un cube de 22 mètres de côté. C'est raisonnable pour un bateau. Je ne vous ai pas donné des chiffres complètement débiles. Ok, vous prenez un bateau qui fait 100 mètres de long, qui fait 10 ou 20 mètres de large, vous trouvez rapidement un volume de 500 mètres cubes. Okay. Dans le cas de l'autre bateau, le volume immergé, il est de combien? Étant donné que la force est double, la force de pesanteur,
étant donné que la force de pesanteur est double, la force d'Archimède doit être double pour que le bateau flotte. Okay, donc ici, on aura un volume immergé qui sera donné par la force d'Archimède divisée par ρ liquide fois G. Mais la force d'Archimède qu'on veut maintenant, c'est 10 millions de newtons parce que la force de pesanteur à compenser est 10 millions de newtons. Donc vous faites 10 millions divisé par 1000 fois 10, eh bien ça vous donne 1000 mètres cubes. Tout ça est linéaire, il n'y a pas de souci. Okay, autrement dit, ce bateau-là, il va flotter avec un niveau de flottaison beaucoup plus haut. Hein, une bonne partie du bateau sera sous l'eau, alors que celui-ci, il va flotter avec un niveau de flottaison plus bas. Et le niveau de flottaison détermine le volume immergé. D'ailleurs, sur les bateaux, vous avez peut-être déjà remarqué ça, sur les bateaux, vous avez un truc marqué sur la coque qui s'appelle, enfin sur la coque, il y a ce qu'on appelle la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, je ne vois pas bien, flottaison, je suis trop loin de l'écran. Voilà, alors on va faire image, ligne de flotte, ligne de, oui c'est juste. Vous voyez sur les coques des bateaux, ça c'est une bonne image, vous avez souvent des marques comme ça. Okay, ce bateau-là, par exemple, il a deux peintures différentes, une pour la partie de la coque qui est sous l'eau, une pour la partie de la coque qui est hors de l'eau. J'imagine que la peinture orange, c'est une peinture anti-corrosive, anti-fouling, etc., qui coûte une fortune. Donc, ils ne l'ont pas mise partout sur la coque, ils l'ont mise uniquement dans la partie immergée. Donc, ce bateau-là, probablement, quand il est chargé, quand il est plein, il flotte au niveau 68 ou 66. Hein, et puis, quand il est vide, eh bien, il va flotter au niveau 60 ou 62, par exemple. Et ce genre de choses, vous l'avez de manière très régulière sur les coques de bateau. Je ne sais pas ce que j'ai encore comme image ici. Ouais, bon, ça c'est un peu cucu, d'accord. Mais ces images, ces repères qui vous permettent de déterminer d'ailleurs la charge du bateau. Okay, si vous voulez déterminer votre charge, eh bien, vous allez voir cette échelle et vous pouvez, alors je ne sais pas quelles sont les unités là, mais cette échelle, elle vous permet de déterminer quelle est la charge de votre bateau, hein, une fois que vous l'avez calibré. Ok ? Voilà. Donc vous avez en gros tout compris à la force d'Archimède. Alors tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est écrit dans le cours. Maintenant, bah voilà, j'aime pas lire le cours en ligne, donc je vous fais le calcul autrement, et puis après vous utilisez soit vos notes, soit... Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, je suis en train de faire des bêtises avec mes écrans. Voilà, donc le calcul de la force d'Archimède, vite, c'est pas possible. Le calcul de la force d'Archimède à partir, voilà, à partir des différences de pression entre le haut et le bas d'un objet, c'est ce que vous avez à la page 15, ça je vais le faire en premier, et puis le calcul de la force résultante, il est ici, ok? Donc si F' est positive, la force résultante est dirigée vers le bas, et donc là, on a ρ objet plus grand, excusez-moi, ρ objet plus grand que ρ liquide. Si F' est négative, la force résultante est dirigée vers le haut, donc l'objet y monte, et ça c'est le cas quand ρ objet est plus petit que ρ liquide. Et voilà, et en bas, ici, vous avez les conclusions, mais bon, je vous ai fait tout ça. Si ρ objet plus grand que ρ liquide,
l'objet coule. Si ρ-objet égale ρ-liquide, l'objet reste sur place. Si ρ-objet est plus petit que ρ-liquide, la force résultante est négative et l'objet monte et va se mettre à flotter à la surface. Okay, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, je vous suggère pour la prochaine fois de faire ces deux exercices 4.2 et 4.3. Le 4.2, c'est une discussion, mais bon, ça vous rappellera les sujets du cours. Okay, essayez d'imaginer ce qui se passe quand vous faites la planche dans l'eau. Vous faites la planche dans le lac, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous flottez? Est-ce que vous flottez pas? Est-ce que vous flottez à peu près? Et sur la base de ça, vous pourrez alors estimer grossièrement la masse volumique d'un être humain. Et puis, après, il y a un exercice dans lequel on vous demande, alors ça c'est pour les gens conscients de leur poids, voire même pour les gens obsédés par leur poids, quand vous vous pesez sur une balance, vous allez dans votre salle de bain, et puis vous vous pesez sur votre balance. Ok? Autour de vous, il y a un gaz. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une force d'Archimède qui s'exerce sur vous? Vous en avez marre, là, vous ne voulez plus répondre? Évidemment qu'il y a une force d'Archimède. Vous êtes dans un gaz. Donc, la pression du gaz au niveau de votre tête est plus faible que la pression au niveau de vos pieds. Il n'y a pas énormément de différence, mais formellement, il y a une différence qu'on peut calculer. Et donc, vous avez une force d'Archimède dans l'air, okay, qui va dépendre de votre volume, du ρ de l'air, et puis du G. Okay. Alors, on vous demande de calculer de combien la mesure de votre masse sur une balance de salle de bain est affectée par la force d'Archimède exercée par l'air. Okay. Vous verrez que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, ça existe, quoi. Ok? Donc ça, je vous le laisse pour, qu'est-ce qu'on est la semaine prochaine? On est le 27. On est le 27, et puis ça, c'est aussi pour le 27. Après, il y a l'histoire que les cours dureront une semaine de plus. Alors moi, je ne sais pas très bien comment vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on continue les cours normalement une semaine de plus, parce qu'il y a encore des choses à vous raconter? Ou est-ce que vous voulez qu'on arrête à la fin de la semaine prochaine et puis que la semaine d'après, ce soit réponse aux questions et des machins comme ça? Qu'est-ce que vous préférez? Ça vous est égal. Bon, ouais, moi, c'est ce à quoi je m'attends aussi. Si je demande aux élèves s'ils ont des questions, il n'y a personne qui aura des questions, puis ça va faire un pet dans l'eau, quoi. Donc j'ai pas envie. Et je serais tenté de continuer un petit peu avec ces histoires de pression et d'hydrostatique, et puis de manière à pouvoir terminer le chapitre proprement, et puis déterminer, par exemple, si vous mettez une planche de sapin dans l'eau, quel pourcentage de la planche va dépasser de l'eau et quel pourcentage va être immergé, des choses comme ça. Bon, on verra. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il est 9h30. Je vous remercie pour votre présence attentive et sympathique. Et puis donc, on se revoit la semaine prochaine. Ok. Bonne journée. Je mettrai là. Bonne journée. Au revoir.